Deuxième élément, quelles sont les mesures pour prévenir et faire cesser une atteinte au secret des affaires? Ceci est régi par les articles L 152.3 et 152.4 et 5 du Code de commerce, qui permettent au tribunal de prescrire sous astreinte toute mesure proportionnée de nature à empêcher ou faire cesser une telle atteinte. Troisième élément, contre les abus, l'article 152-8 prévoit que toute personne qui userait de ces nouvelles dispositions dans un but de procédure dilatoire ou abusive peut être également sanctionnée. Les mesures de la protection de la confidentialité des échanges relatifs au secret des affaires lorsqu'un contentieux est porté devant des juridictions civiles ou commerciales sont importantes. Le secret des échanges devant les juridictions, articles 153.1 et 153.2, le tribunal peut, s'il estime que la protection de ce secret ne peut être assurée autrement et sans préjudice de l'exercice des droits de la défense, premièrement, prendre connaissance de cette seule pièce et, s'il l'estime nécessaire, ordonner une expertise et solliciter l'avis pour chacune des parties d'une personne habilitée à l'assister ou à la représenter afin de décider s'il y a lieu d'appliquer des mesures de protection prévues par l'article. Deuxièmement, le tribunal peut décider de limiter la communication ou la protection de cette pièce à certains de ces éléments, ordonner la communication ou la protection sous une forme de résumé ou restreindre l'accès. Ce sont des règles qui nous viennent des États-Unis. Restreindre l'accès pour chacune des parties ou bien, comme disent les Américains, under attorney's eye only. Troisième élément, décider que les débats auront lieu et que la décision sera prononcée en chambre du Conseil. Et quatrièmement, adapter la motivation de sa décision et les modalités de sa publication aux nécessités de la protection du secret des affaires. Durant la procédure, à son issue, toute personne ayant accès à une pièce ou au contenu d'une pièce considérée par le juge comme étant couverte, susceptible d'être couverte par le secret des affaires, est tenue à une obligation de confidentialité lui interdisant toute utilisation ou divulgation des informations qu'il contient. Ça représente, on va dire, peut-être 70% des cas de figure, car la protection conférée par la loi est très précieuse, mais elle doit être vraiment renforcée au niveau du rapprochement, d'une divulgation d'informations sensibles, par la protection conférée par les contrats qui expriment clairement la volonté des parties, qu'il s'agisse de salariés ou, plus souvent, de partenaires commerciaux au cours d'une négociation ou au cours, par exemple, d'un contrat de partenariat et de sous-traitance. Les clauses de confidentialité sont pléthores dans les partenariats commerciaux. On les appelle les NDA, Non-Disclosure Agreement. Ce sont des éléments clés de la définition du périmètre au début et au cours de l'évolution de la négociation et de l'affaire, que ce soit au niveau de la lettre d'intention qu'on appelle Letter of Intent ou LOI, ou bien du rapprochement qui est plus proche du contrat qu'on appelle MOU, Memorandum of Understanding, ou plus encore celui du contrat de partenariat lui-même. La confidentialité peut être contractuellement exigée, même sur des side letters, qui sont des accords en marge des accords et des contrats principaux. Des pénalités forfaitaires dissuasives peuvent être insérées dans les avant-contrats et dans les contrats commerciaux. Des pénalités contractuelles forfaitaires minimum peuvent être utilement insérées dans ces différents documents. Les clauses de confidentialité concernant cette fois non pas des entreprises mais des salariés. La clause de confidentialité continue de courir bien souvent après la rupture du contrat de travail, et ceci peu importe le type de rupture, à condition bien sûr que cela ait été mentionné dans la clause elle-même. Ça a été confirmé par la jurisprudence, notamment par un vieil arrêt de la Cour de cassation du 19 mars 2008 qui n'a pas été changé depuis. Ainsi, la clause de confidentialité produit des effets pendant la durée du contrat de travail bien sûr, mais après qu'il ait quitté l'entreprise, dès lors que cette mention est clairement explicitée. La clause de confidentialité se distingue bien de l'obligation générale de secret, parce que l'obligation générale de secret dont le manquement fait encourir aux salariés des sanctions pénales, conformément à l'article 226-13 du Code pénal, est une obligation beaucoup plus lourde. Tout salarié est également tenu au secret des affaires de l'entreprise, selon les dispositions de l'article L 1227-1 du Code du travail. Et tout manquement à cette obligation lui fait encourir également des sanctions pénales. Attention, l'employeur doit justifier de la nécessité de cette clause de confidentialité. Par exemple, il doit démontrer qu'il s'agit de la protection légitime de certaines informations, qu'elle devra être proportionnelle aux missions confiées conformément à l'article 1121-1 du Code du travail, et que le non-respect de la clause de confidentialité peut justifier un licenciement pour faute. Pour rappel,
Le licenciement pour faute grave ou pour faute lourde n'ouvre droit à aucune indemnité de licenciement ni préavis. Le salarié s'expose également à des sanctions civiles et des sanctions pénales. Il est donc indispensable à tous les stades d'un rapprochement pour un partenariat commercial ou bien pour un contrat de travail de se faire assister d'un bon avocat spécialisé en droit commercial ainsi que ces étapes et dans chacune de ces étapes pour que ces clauses aient un impact maximum en cas de violation et surtout un effet dissuasif.